Bien, bonjour à tous. Nous sommes vendredi. C'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes avec déjà nos invités sur ce plateau. Des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Pour ce matin, nous avons la nouvelle expression qui parle du contentieux post-électoral. Le Conseil constitutionnel enseigne le droit au professeur Kamto. C'est le grand titre du journal ce matin. La haute juridiction a estimé que toute la batterie d'arguments que le héros de l'affaire Bakassi et ses conseillers donc ont déployé pendant 2 jours n'avait aucun fondement juridique et a donné raison au RDPC, à l'ECAM et à l'administration territoriale sur toute la ligne. Des réactions à découvrir. Paul-Éric Kingué, Grégoire Ouna et Cabral Libi, à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7. Le même journal parle également de complot. Joshua aussi dénonce un apartheid donc électoral avec le candidat du Social Démocratique Front qui a demandé l'annulation totale des opérations électorales. À lire en page 6 de ce numéro. On parle également du vote des anglophones. Le Philmoyan vole au secours du Social Démocratique France. Le Premier ministre a voté dans les bureaux de vote où il n'était pas inscrit, c'est en page 8. Et aussi on parle donc de représailles à Baba 2, la résidence de Frundi incendiée. Après avoir manqué donc de mettre le feu au palais d'Intarikon, des terroristes ont réduit en cendres la résidence du leader du Social Démocratique Front. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Un autre journal qui est dans les kiosques, c'est l'Œil du Sahel qui parle de la téléphonie mobile. Nouvelle révélation sur l'affaire Nextel à découvrir en page 3. Et le journal parle également de Gawa Premier. Déjà 85 607 contraceptifs utilisés en 2018 dans cette partie du pays. Et des autres informations qui sont également contenues dans le journal ce matin, parlant de Marois Centre avec le centre artisanal qui sera livré en janvier 2019. C'est ce que dit le journal en page 6. Le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques ce matin parle de l'affaire Vietel Cameroun. Comment l'armée vietnamienne est donc entrée frauduleusement dans l'entreprise, conduite donc par 2 généraux de l'armée du Vietnam. Et puis l'entreprise a usé donc de tricherie, d'imposture économique pour se mettre en partenariat d'affaires avec une entreprise de droit privé camerounais. C'est à lire dans le journal. Donc toute l'enquête dans Le Messager de ce matin. Le journal parle également de marche pacifique de Jean-Michel Nitieux. À quel jeu joue le Social Démocratique Front? C'est la question posée. La réaction d'Isaac Ngaran, donc député du parti au pouvoir, à découvrir dans le journal en page 11. Le même journal parle du contentieux post-électoral. Le pénalty de Kamto, invalidé par le Conseil constitutionnel, c'est en page 4 du journal disponible dans les kiosques ce matin. Et toujours dans les kiosques aussi, on retrouve le journal Émergence qui parle de la présidentielle. Les fraudes massives peuvent-elles remettre en cause le verdict des urnes? C'est une question, mais seulement 10 experts s'affrontent sur cette question justement dans ce journal. Le journal Émergence qui parle également du Conseil constitutionnel qui déboute Maurice Kamto. C'est dans le numéro disponible. Et on parle aussi d'autres infos. Fondi qui a été donc enlevé, c'est ce que dit le journal également en page 7 de ce numéro. Le quotidien Le Jour parle de la même information. Le contentieux, le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto perd sous haute surveillance policière, c'est ce que dit le journal, avec les recours du candidat du MRC qui ont tous été donc rejetés hier. C'est dans le reportage et bien entendu les réactions également à lire dans le journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Et puis le journal Info Matin parle de Kamto et je suis aussi débouté dans l'article 3, notamment dans le journal, en page 3 de ce matin. Ce contentieux post-électoral qui se déroule donc du côté de Yaoundé. Souvenez-vous que c'est pratiquement à 2 heures que la séance d'hier a donc été, l'audience d'hier a été achevée. Donc la presse revient ce matin et parle de ce conseil constitutionnel qui enseigne le droit au professeur Kamto. Je dois d'abord dire que cette semaine, c'est une semaine historique, une semaine où l'on a vu et entendu des choses extraordinaires, une semaine au cours de laquelle le débat a pris toutes sortes a pris même des proportions démesurées, tant dans les réseaux sociaux, dans les chaumières que dans les bureaux, dans les gargotes et dans la rue. Enfin, on en a, c'est la semaine du contentieux que tout le monde attendait, une semaine, un contentieux. Nous sommes ici devant une procédure judiciaire et dans cette procédure judiciaire, il y a des personnes concernées par leur recours et le juge qui, lui, n'a pas forcément besoin d'être un docteur ou un agrégé en droit pour juger ou
reconnais qu'il ne fait. C'est une question de loi. La loi dit que on ne commande pas une décision de justice, libre à ceux qui sont en train de commenter aujourd'hui, mais ce que l'histoire retiendra, qu'il y a eu un contentieux, il y a eu des personnes qui étaient parties à ce contentieux, il y a eu une décision, des décisions qui ont été rendues. Parce que cette façon, soit de vouloir décrédibiliser la valeur ou la connaissance du droit du président Clément Tangana, ou alors de surdimensionner les qualités de M. Maurice Kamto, qu'un journal a même qualifié de héros de Bakassi. L'affaire Bakassi, le professeur Kamto ne l'a pas défendu seul. Hein. Il y avait tout un pool d'avocats. Il y avait 2 avocats français, il y avait 2 avocats anglais, il y avait le ministre Doualam Tomé, il y avait même le ministre Laurent Esso. Parce qu'après Doualam Tomé, c'est Laurent Esso, et c'était toute une commission avec la délégation générale du Sécurité nationale représentée. Mais est-ce que le traitement fait sur cette question par la nouvelle expression le traitement, c'est un compte rendu d'audience. Oui. Un compte rendu d'audience qui dit exactement ce que pour vous, c'est le titre qui... non, moi, pour moi, le titre pour moi me laisse un arrière-goût de... je sais pas comment dire, un arrière-goût de raillerie, quoi. De raillerie. Le président Clément Tangana a rendu une décision. Bon, l'histoire se chargera de nous dire s'il avait raison, s'il a dit le droit ou s'il n'a pas dit le droit. Mais moi, les interprétations sarcastiques ou méchantes ou persifleuses, moi, je préfère les mettre de côté parce que la diffusion de ce contentieux à travers la télévision, je vous jure, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel niveau elle a enflammé les Camerounais. Très bien. Alors, le contentieux, le Conseil constitutionnel enseigne le droit au professeur Kamto, c'est le titre de la nouvelle expression. Il y a le messager qui parle du contentieux post-électoral, le pénalty de Kamto invalidé par le Conseil constitutionnel. Autant de titres en tout cas. Oui, toute la presse n'en a que pour ce contentieux qui s'est finalement achevé hier très tard dans la nuit à 2h du matin. Ça nous rappelle un peu les matchs de la Coupe du Monde 90 qu'on attendait lorsque le Cameroun jouait à des heures tardives, ou alors la Coupe du Monde qui s'est déroulée aux États-Unis. Donc il y a eu franchement un véritable engouement des Camerounais devant leur petit écran, ce qui était déjà inédit pour suivre ce contentieux. Maintenant sur les titres, là, je crois que sur le titre de la nouvelle expression, ça me laisse aussi un goût assez bizarre parce que non seulement nous ne sommes pas dans un amphithéâtre, on était bien dans un conseil constitutionnel devant un prétoire constitutionnel, mais on était dans un contentieux électoral et non dans un cours de droit public. Et vous savez que le professeur Kamto est quand même un diplômé en droit public. Mais je crois que c'est une formulation de la part de nos confrères de rendre le titre intéressant de façon incitative. Mais dans le fond, on constate bien qu'il ne s'est pas agi d'un cours de droit public ou alors d'un cours électoral qui a été donné au professeur Kamto. Maintenant, dans le fond... C'est sans doute à la suite des plaidoiries qui ont été faites, en tout cas. Non, je crois que toutes les parties, qu'on soit du RDPC, d'Elecam ou alors de la défense de M. Kamto, chaque partie a fait valoir ses prétentions. Et autant on peut dire que M. Kamto, entre guillemets, aurait reçu des cours de droit de la part du Conseil constitutionnel, on aurait pu également dire que les avocats de M. Kamto, ou alors lui-même, auraient transmis ou alors donné des cours de droit, ou alors des cours de processus électoral aux membres de l'ECAM ou aux militants du RDP, aux représentants du RDPC ou alors au Conseil constitutionnel. Donc c'est un titre assez incitatif qui n'engage bien évidemment que la rédaction de la nouvelle expression. Maintenant, dans le fond, le contentieux, il a été vidé. Tous les recours ont été rejetés, soit pour des motifs de forme, d'autres pour des motifs de fond, comme ce qu'on a noté hier avec le fin du procès Kamto qui portait essentiellement sur certains procès verbaux ou alors sur d'autres contentieux, sur le déroulement même des opérations de vote. Mais malheureusement, soit ils ont été déboutés par défaut de qualité, pour parler de la forme, soit leur requête n'était tout simplement pas justifiée. Donc maintenant, ça ouvre la voie à l'arrêt et à la proclamation des résultats conformément à l'article 137 du Code électoral et certainement conformément à l'article 140 à la proclamation des résultats si un président est effectivement élu, parce que la fin du contentieux ne veut pas dire que forcément il y a un président qui va gagner les élections, parce que l'article 138 dit que si le président n'est pas élu, il n'y a pas un président élu, on organise de nouvelles élections dans un délai de 20 jours. Donc on attend certainement d'ici aujourd'hui ou lundi de voir si avec l'arrêt des résultats et la proclamation, s'il y a vraiment, le Cameroun aura vraiment un nouveau président de la République. Alors donc on le lit également dans la nouvelle expression, le titre qui fait problème selon vous, on devrait peut-être titre
invalidé donc par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est le messager qui le dit. Et la mutation vient dire que la pièce est jouée. Ben oui, mutation, ça c'est aussi une image de mutation qui veut dire que la procédure elle-même s'est déroulée comme pratiquement dans une pièce de théâtre avec des acteurs et avec comme spectateur le public camerounais et bien entendu camerounais et international. Et que bon là maintenant, on est arrivé à l'épilogue, à la fin du spectacle. Maintenant le spectacle est joué, il est terminé, c'est tout. Et en réalité, c'est aussi la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait ce contentieux qui s'est joué, qui s'est tenu. Chacun a joué son rôle là-dedans. Et maintenant, c'est terminé. Ça s'est terminé avec la décision du tribunal. Terminé. Bon, maintenant, que faut-il en retenir? On le verra bien. Maintenant, faut-il commenter des décisions de justice? C'est chacun qui doit savoir à quoi s'en tenir. Mais toujours est-il que ça a été une pièce qui a été jouée. Point. Alors, c'était un film, un feuilleton, par exemple, en utilisant ce titre du quotidien Mutation. Mais il faut quand même dire que oui, la particularité de cette élection, c'est qu'on a assisté d'abord lors de la campagne électorale à un véritable engouement des personnes autour de la chose électorale, autour de la question électorale. On a vu beaucoup de personnes dans des meetings, il y avait des curieux, il y avait des badauds, mais il y avait également des militants convaincus. Maintenant, dans les opérations de vote, je crois que le taux de participation n'est pas encore connu, mais il y avait aussi un certain engouement de certaines personnes, les jeunes surtout, qui venaient accomplir leur droit de vote. Sur le contentieux maintenant, c'est quand même la première fois, si je m'en abuse, qu'on choisit de diffuser sur la chaîne publique le contentieux électoral. La diffusion est inédite, mais il était public depuis des années. Donc, les personnes qui voulaient bien aller pouvaient se rendre au niveau de la Cour suprême à l'époque pour assister au contentieux. Mais cette fois-ci, c'est le contentieux qui est venu vers les consommateurs de l'information. Ceux qui voulaient savoir ce qui se passe normalement dans ce prétoire. Je crois que c'est quelque chose à saluer. Et il y avait même une retransmission gratuite aux chaînes privées. Vous savez que quand la CRTV diffuse quelque chose, il voudrait toujours obtenir soit une permission, soit une autorisation pour que les chaînes privées... écoutez, c'était gratuit pour tout le monde. Donc, voilà, c'était gratuit pour tout le monde. Et on devrait... donc, ça fait que c'était absolument inédit. Tout à fait. Equinox a évidemment diffusé le contentieux. Avait également une équipe dans la salle. On avait cette retransmission également. Oui, mais malheureusement toutes les images étaient estampillées sur TV. C'est ça un peu que je peux noter. Donc c'était inédit le fait qu'on diffuse déjà ce contentieux, mais certains ont cru pensent qu'il s'agit d'une avancée de la démocratie camerounaise. Non, je ne pensais pas du tout, puisque le contentieux a toujours été public. Mais c'est plutôt une stratégie pour moi du président de la République, du RDPC, de faire comprendre à ceux qui doutaient encore de la sincérité des débats que voilà ça, on met ça devant vous, il faut que vous en tirez toutes les conséquences lorsque les résultats seront rendus publics. Donc ça ne dénote pas d'une véritable volonté d'avancer la démocratie dans le pays, mais de mettre chacun devant ses faits en disant que vous n'aurez plus raison si vous perdez, ou alors si vous gagnez, vous n'aurez plus raison de revendiquer quoi que ce soit dans Très bien. La pièce. C'est une avancée tout de même, c'est une avancée, quoi qu'on dise, c'est une avancée dans la mesure où les gens ne se contenteront plus d'écouter seulement la proclamation ou disons le verdict du président de la Cour constitutionnelle, ou comme on le voyait avec le président de la Cour suprême, dont on a retenu la formule que j'ai lu seulement ce qu'on m'avait donné. Mais c'est que tout le monde, chacun a pu entendre, voir comment les avocats ont déroulé leur plaidoirie. On a vu, on a même eu la possibilité d'évaluer la dextérité, ou plutôt le professionnalisme, ou la verve, ou le style oratoire de certains avocats que l'on ne connaissait pas, et on a aussi pu mesurer que certains autres ont moins de flamme. Mais tu sais que c'est une avancée dans la mesure où tout le monde a eu la possibilité d'entendre de tout ce qui s'est passé et de garder, même si chacun n'ont voulu entendre que ce qu'il voulait entendre, n'ont retenu que ce qu'il voulait entendre, et on refusait, on balayait du revers de main tout ce qu'ils ne veulent pas entendre, mais tout le monde a entendu. Il y a une avancée tout de même. Moi, je pense que cette avancée, certains considèrent que ça a été une erreur. Parce que moi, je me suis retrouvé dans un cercle, les gens ont dit, mais pourquoi avoir diffusé ça? Pourquoi avoir... Et d'autres disent que, mais non, il fallait diffuser, parce qu'il fallait que tout le monde entende, et qu'on n'écrit pas seulement dans les journaux que tel a fait ça, tel a fait ça. Je pense que c'est une avancée tout de même par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent. Très bien. Alors, le quotidien, à côté notamment de ce que Mutation propose comme titre, la pièce est donc jouée. Il y a le quotidien Le Jour qui dit que Maurice Kamto perd sous haute surveillance policière.
Écoutez, le conseil constitutionnel siège au Palais des Congrès et j'avoue quand même que sur les retours que nous avons reçus sur le cordon de sécurité qui a été implanté, c'était assez sérieux. Il y avait la police, il y avait la gendarmerie et très discrètement même paraît-il qu'il y avait des policiers en civil. Donc, M. Kamto qui était très attendu, vu le nombre de recours qu'il a formulés, il était extrêmement très attendu. Et je me souviens de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où à son arrivée, il y avait quasiment une bousculade. Et il marchait d'un pas magistral et puis quelqu'un criait à côté, ah ce n'est pas de notre faute, c'est notre idole, nous voulons le saluer, nous voulons prendre des photos. Et la police était obligée d'effectuer un contrôle de sécurité, effectuer un contrôle de sécurité afin qu'il accède à la salle du conseil. Je crois que ce sont des images quand même fortes qu'on peut garder de ce contentieux au-delà de tout ce qui a été dit sur sa sortie d'autoproclamation de victoire et sur l'armada d'avocats qu'il a déployé, mais il y avait quand même la sécurité et je crois que tous ceux qui venaient plaider, qu'on soit du camp de l'opposition ou du camp du RDPC, avaient une sécurité assurée et je crois que c'est là un point positif à mettre plutôt à l'actif de la démocratie camerounaise que de voir diffuser le contentieux devant les chaînes de télé. Donc pour moi, diffuser ce n'est pas une avancée démocratique. On aurait mieux souhaité j'aurais mieux souhaité qu'on me dise qu'il y a un nouveau code électoral qui permet une certaine expression de la démocratie, mais pas de voir qu'on diffuse un contentieux à la télé. Voilà. Est-ce que, en tout cas, en titre, est-ce que la police, ou tout au moins une surveillance policière était forcément obligée d'être en ces lieux au moment de ces plaidoiries? Vous auriez voulu qu'il n'y ait aucun homme en tenue, qu'il n'y ait pas de sécurité? Non, bon, on parle de forte. Non, moi je parle. Est-ce que vous auriez voulu qu'il n'y ait pas de sécurité, qu'il y ait des gendarmes, des policiers? Non, je veux dire que non, ce n'est pas la première fois qu'on voit des procédures sous haute sécurité. Moi, je me souviens la première fois où Mara Famidjoya est passé devant le tribunal de grande instance de Yaoundé, il y avait la police, il y avait la gendarmerie, il y avait le GIG. C'est pas le même cas. Attendez, il y avait le GPIC, il y avait même des éléments du GSO. Ça veut dire que c'était même encore plus fort. Mais seulement, quand M. Mafami est descendu de son véhicule, exactement comme ça s'est passé, il y avait une foule de gens qui étaient en train d'applaudir. C'est pas la première fois. Vous devez comprendre que autant l'affaire Marafa a suscité un certain engouement de certaines personnes qui étaient venues, autant M. Kamto, qui s'est autoproclamé président et qui a suscité un certain intérêt auprès à leur disposition par l'État. Donc je crois que c'est... Et puis il y a certains qui sont plaints de ne pas avoir reçu une sécurité un peu. Non, c'est pas vrai. Il faut qu'ils nous le prouvent parce que on a assisté dans tous les meetings auxquels j'ai assisté. Le pasteur Afanui avait un cordon de sécurité privé d'abord, mais il avait un cordon de sécurité officiel. Donc on ne peut pas dire que en matière de sécurité, l'État a failli en ce qui concerne la protection des candidats. Alors, très bien. Lorsqu'on a lu le titre également du quotidien Le Jour, Maurice Kamto perd sous haute surveillance policière. On peut lire également le reste dans le mini-dossier proposé par le quotidien. Et il y a la nouvelle expression qui parle donc de ce vote des anglophones. Philemon Yang vole au secours du Social Democratic Front. On a vu le Premier ministre aller voter donc dans des bureaux de vote où il n'était pas inscrit. Il n'était pas inscrit, mais où il s'est fait inscrire en catastrophe, comme toutes les personnes qui n'étaient pas qui n'étaient pas en mesure d'aller voter dans des villages qui étaient déjà complètement abandonnés, dans des villages où la sécurité n'était pas assurée. Mais la même méthode n'a pas été utilisée pour les déplacer. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y avait cela démontre qu'effectivement, dans le nord-ouest, dans certaines parties du nord-ouest et du sud-ouest, il n'était pas possible de voter. C'est pour cela que ce vote a été délocalisé dans les grandes villes. Et le vote de M. Philemon Yang en plein Bamenda démontre qu'effectivement, il y avait une insécurité flagrante et constaté qui l'empêchait de voter dans sa circonscription. Mais seulement, quand le titre dit que lui, effectivement, il y a un vol au secours du SDF qui dit qu'effectivement, il n'y a pas eu de vote anglophone, c'est pour cela que le SDF parti a demandé l'annulation de cette élection. D'autres répondront que il y avait quand même des gens qui avaient de cette région qui voulaient voter et qui ont la possibilité de voter en dehors et qui n'ont pas pu voter là où il fallait voter, tout simplement à cause de l'insécurité qui est connue et que tout le monde savait. Et moi, j'ai souvent dit ici que le but de ces terroristes, c'est qu'il n'y ait pas de vote au sud-ouest et au nord-ouest. Mais
parce que l'État a pris un certain nombre de dispositions, on a pu voter dans certaines parties, notamment dans les grandes villes, Bamenda. Alors, dans certaines parties, raison pour laquelle on a entendu le Social Democratic Front crier à haute voix, dire qu'il n'y a pas eu effectivement élection de ce côté-là. C'est ce qui donne raison finalement avec le geste du Premier ministre. Malheureusement, les chiffres nous disent le contraire. Il y a bel et bien eu vote au sud-ouest et au nord-ouest, mais avec un taux de participation extrêmement faible. Et ces chiffres démontrent que au nord-ouest, on a resté 5%, alors que les taux de participation vont souvent au-delà de 50% au nord-ouest. Et aussi au sud-ouest, malheureusement, ça a été 15% de taux de participation. Donc, le vote, s'il n'a pas été intégral, il a quand même eu lieu. Et l'affaire sur Philemon Yang qui a voté à Upstation, je pense que c'est une affaire dont on a parlé sur ce plateau. Il avait formellement saisi les CAM de se faire voter, de participer au vote dans notre bureau de vote dans lequel il n'était pas inscrit. Et je crois que le code électoral le prévoit pour certaines catégories de fonctionnaires et des militaires également, qui peuvent, en passant par le tribunal bénéficier d'une ordonnance du président du tribunal ou alors d'une dérogation spéciale qui leur permette de voter dans un bureau de vote qui n'est pas le leur. Donc je pense que c'est un contentieux qui a été vidé tant sur la tenue du vote dans les deux régions anglophones, et tant sur M. Yang qui a préféré ne pas voter dans un bureau de vote où il était inscrit. Alors, on aurait dû utiliser la même méthode pour les déplacés internes aussi. Oui, les déplacés internes, je crois que ça c'est une autre paire de manches. Et pris individuellement, c'est gérable, mais pris de façon massive, en parlant des réfugiés internes, je crois que c'est un casse-tête chinois auquel Elecam ne s'attendait certainement pas. Il y avait la ressource humaine pour le faire, il y avait les moyens financiers pour le faire, mais est-ce que la logistique leur permettait d'atteindre effectivement ces déplacés qui se comptent quand même à des milliers de personnes? Est-ce qu'il y avait même encore le temps matériel pour le faire? Je ne pense pas. Et on était obligé d'assister à une évasion de voix qui aurait peut-être pu bénéficier à certains candidats, mais qui se sont transportés sur un autre territoire et malheureusement où ils n'ont pas pu voter. Alors, la nouvelle expression également parle ce matin de représailles à Baba 2 avec la résidence de Frundi qui a été incendiée et après avoir donc manqué de mettre le feu au palais de Ntaikon, les sécessionnistes ou alors les terroristes ont détruit en cendres, ont réduit en cendres la résidence de leader du Social Democratic Front et enlevé sa sœur. John Frundi réalise à ses dépens que ces sécessionnistes ne respectent personne, ils ne respectent rien du tout, et que ces sécessionnistes qui attendaient peut-être qu'ils prennent fait et cause pour eux, et alors que lui, il n'a pas pris fait et cause pour lui, mais il a plutôt milité dans le sens d'un retour au fédéralisme. Ces sécessionnistes, effectivement, et ils l'ont dit plusieurs fois, le considèrent comme un traître. Bon, aller brûler la maison de John Frundi, en Tarikon, en plein fief du SDF et en plein Bamenda où il y a une telle concentration policière, ça veut dire que ces sécessionnistes veulent donner une leçon afin de démontrer que lui-même ne tourne pas grâce à leurs yeux. Bon, maintenant, ils ont tenté en Tarikon, ça n'a pas marché. Là, ils sont déportés vers son village où ils ont brûlé complètement sa maison et où sa sœur a été kidnappée. Donc c'est un drame de plus qui vient s'ajouter. Ce n'est pas parce que cette dame est la petite sœur de John Frundi qu'on va estimer le contentieux post-électoral, que les situations pareilles arrivent. Bien, c'était un peu les à côté du contentieux électoral. C'était profiter de ce contentieux pour dérouler certaines de leurs préoccupations. Et je crois que le Conseil constitutionnel, par la voix de son président, a été tout à fait gentil de ne pas les interrompre, parce que certains venaient parler de la crise anglophone, d'autres, comme le bâtonnier Sama, est venu parler de l'attaque de la résidence de Frundi. Donc je pense que c'est des motifs qui auraient pu susciter l'arrêt ou alors la relance du président du Conseil constitutionnel, mais il a bien voulu les laisser continuer parce que on est quand même dans une audience publique et il faut écouter tout le monde jusqu'à la fin. Le doyen l'a bien précisé, l'attaque ne s'est pas passée en Tarinkon, qui est la résidence habituelle de M. Frundi, plutôt à Baba 2, son village, qui n'est pas loin de Bamenda. 40 km de Bamenda. Voilà, qui n'est pas loin de Bamenda. Et à côté de cette attaque, où on a vu son domicile brûlé, il y a également eu l'enlèvement de sa sœur. Et jusqu'aujourd'hui, les nouvelles nous disent que leur destination est inconnue et que
Jusqu'au moment où on parle, il n'y a pas encore une demande de rançon. Mais on sait quand même que les sécessionnistes avaient déjà attaqué la maison de Fundi, je crois, en 2017. Ils ont lancé un cocktail Molotov qui a attaqué une partie de sa maison de Darikon. Et lui-même, son cortège avait déjà essuyé des tirs également, je crois, en début 2018. Et tout récemment, le maire de Kumbo qui est un maire SIF, a également été enlevé puis relâché. Donc je pense qu'il considère que Fundi, vu sa position sur le principe de sécessionnisme, est pour eux comme un traître, parce que lui, il milite en faveur du fédéralisme que de militer pour la sécession que eux ils défendent. Mais également, on lui reproche d'avoir voté, alors que les instructions, le leitmotiv des sécessionnistes était qu'il n'y ait aucun vote dans les deux régions anglophones. Malheureusement, il est donc considéré comme un traître pour avoir transgressé ces deux instructions. Mais on espère que elle sera libérée et que M. Fundi sera également mise en sécurité, parce qu'avec tout ce qui se déroule là, sa vie n'est plus en sécurité. Très bien. Alors, lorsqu'on a lu l'article dans la Nouvelle Expression ce matin, en page 3, on peut davantage comprendre, et aussi un mot sur le journal L'Œil du Sahel qui parle donc du calvaire. Vous qui connaissez mieux la partie septentrionale, Kaminile, on parle donc du calvaire des usagers de la route Maroua, Mora, Dabanga, Kousseri. Vous fréquentez ce tronçon? Oui, vous le savez, je vais régulièrement au Tchad et j'ai souvent évoqué cette partie de... C'est le calvaire total? Mais Maroua, Kousseri, 307 km, on les fait en 12 heures. C'est-à-dire que quelqu'un peut prendre l'avion ici, il va à Paris, il arrive à Paris, il reprend l'avion pour venir ici. On n'est pas encore arrivé à Kousseri. Maroua Moura, qui ne sont séparés que de 50 km, on les faisait parfois en 2h30, 3 heures, à cause de l'état dégradé. Mais seulement, le véritable calvaire, c'est après Dabanga. Après Dabanga, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à Dabanga, entre Zigagé et Dabanga, là c'est encore la route qui... Mais entre Dabanga et Kousseri, non, c'est la poussière. Non, c'est pas possible. Bon, on sait qu'il y avait des travaux qui avaient été démarrés en 2013 par les Chinois et tout ça, et que par la suite, vous vous en souvenez, ces Chinois avaient été enlevés, et ils avaient été libérés après le versement d'une rançon. On n'a jamais oublié ça. Mais en attendant... Mais les travaux ont repris à un moment, donc... Ils ont repris, non, ils ont repris l'année dernière avec le génie militaire qui a commencé, mais ça n'avance pas beaucoup. Et ça complètement, même sur le plan économique, ça a complètement tué tous ces trajets où les gens maintenant sont obligés de passer par Paris pour traverser la frontière tchadienne. Mais toujours est-il que là aujourd'hui, on constate, et l'œil du Sahel donne un aperçu de cette situation qui fait qu'il faut absolument que la vie reprenne, que l'économie reprenne et que les gens puissent circuler. Donc, si aujourd'hui, on est en train de mettre peut-être des bouchées doubles pour reprendre les travaux sur cette route, ce ne serait que tout bénéf. Mais il faut le dire, on se demande si on est au Cameroun, si on prend l'axe Maroua-Kousseri. En tout cas, on n'ira pas à Paris aller-retour sans avoir vu celui qui est parti du point de départ pour l'arrivée. Il y a également une autre actualité qui fait le tour des tabloïds ce matin. On parle des nouvelles révélations sur l'affaire Vietel. En même temps, dans l'Œil du Sahel, également le Messager, c'est le grand titre aussi, pour ce qui est du Messager, comment l'armée vietnamienne est donc entrée frauduleusement dans l'esprit, dans l'entreprise. Bien, ça fait un mois que cette affaire fait de gorge chaude et nos confrères nous apprennent qu'il y a de nouvelles révélations sur lesquelles on dit que il y a un actionnariat de l'armée vietnamienne dans Vietel. Bien, c'est quand même assez grave, mais il faut quand même faire la différence entre les fonds qui appartiendraient à l'armée et les individus qui pourraient être de l'armée, mais qui sont également des hommes d'affaires. Donc, il faut qu'on voit clair dans de l'homme d'affaires Baba Dampolo. Il y a plusieurs cas. Il y a eu le cas Necotrans avec KPMO. Donc, on peut citer plusieurs cas. Donc, il faut que la NIF fasse son travail afin d'accroître le renseignement financier, afin qu'on n'ait pas des capitaux douteux qui viennent entrer dans l'économie du Cameroun. Merci à vous, messieurs. Alors, merci également à Kaminile. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, la dernière de la semaine, je voudrais dire la revue des grandes unes. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end et surtout sans excès. Mais ne faites pas perdre. Le vendredi, ça reprend. Le vendredi, ça fait il repart. À vous, chers téléspectateurs, retrouvons-nous lundi avec le même plaisir, le même sourire. Bon week-end à tous.